Chers téléspectateurs de WF1 TV, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'émission Conversation. Conversation, ce sont des femmes du monde qui échangent sur différents sujets qui les intéressent. Conversation, c'est le dialogue intergénérationnel à travers des débats entre femmes de différentes générations qui font face à face pour parler des expériences de vécu distinctes. Conversation, c'est aussi le dialogue intragénérationnel où à chaque fois une nouvelle présentatrice échange avec des femmes de sa génération, plus spécifiquement les femmes de la diaspora africaine, pour parler des sujets contemporains en replongeant dans le passé afin de mieux comprendre le présent. Pour ce premier numéro de l'émission Conversation, j'ai l'immense joie de recevoir une grande amie à moi, Fabienne Canor. Fabienne Canor est écrivaine, réalisatrice de documentaires. Elle est aussi professeure de littérature et de cinéma francophone à Penn State University en Pennsylvanie. Fabienne Canor est martiniquaise. Elle est née en France métropolitaine, plus exactement dans la ville d'Orléans. Fabienne a à son actif plusieurs romans, dont Humus qu'elle a publié en 2006, Je ne suis pas un homme qui pleure en 2014, mais également tout récemment un roman qui nous servira d'ancrage pour ce premier numéro, Louisiane, publié en février 2020. Quel plaisir de te recevoir encore une fois. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie. Des retrouvailles, hein, après tout ce temps passé l'une et l'autre partout dans les mondes noirs. Qui mieux que toi, Fabienne, pour démarrer cette nouvelle aventure après celle entamée il y a si longtemps à Paris, avec ces mémoires féminines d'Afrique que nous avons célébrées à travers l'émission Les Dames Noires du XXe siècle. Il y a eu également Diaspora, avec de très nombreux reportages que nous avons faits dans le cadre de cette émission de notre sœur et consoeur Diaka Ndiaye. Et d'autres, et bien d'autres que nous avons menés séparément, mais dont l'esprit reste le même. Oui, non, c'est un sacré parcours, hein, et c'est toujours étonnant quand arrivé à un certain temps, en fait, on se regarde et on regarde tout ce qu'on a fait et toutes les grandes personnes qu'on a croisées, de se rendre compte qu'on est bientôt arrivé à un stade où on pourra dire on est aussi des dames noires. Et d'avoir travaillé sur toutes ces mémoires-là, de toutes ces littératures-là, les rencontres entre nos peuples noirs, c'est quelque chose que je trouve très, très émouvant à chaque fois. J'ai parfois l'impression même d'être à moi toute seule une archive. Donc quand je rencontre une amie comme toi, après des années de chemins différents, mais en fait les mêmes, de territoires aussi occupés, et en fait certains sont les mêmes, je me dis, mon Dieu, on a fait de la route et c'est bien de se retrouver à ce carrefour, là, dans cette nouvelle émission. Donc, c'est un plaisir vraiment pour moi. Je reviens sur ces Afriques multiples du fait du grand dispersement ou de la grande dispersion, comme tu aimes si bien le dire. Ces Afriques que toi, moi et tant d'autres rêveraient de voir unifiées, mais que beaucoup séparent en fin de compte. Oui, non, moi c'est toujours une grande douleur. Tu sais, j'étais récemment avec une amie, c'était donc à Ouidah, là, et on est toutes les deux sous un arbre, et c'est la même génération que nous. Et ça faisait 16 ans que je ne l'avais pas revue, donc c'est à peu près ce temps-là, hein, pour l'une sans l'autre. Et en fait, tu sais, il y a quelque chose qui me tracasse depuis longtemps, et une question que je n'ai toujours pas jusqu'à ce jour résolue, c'est que s'est-il passé pour que je puisse, moi l'ancêtre, quitter la terre africaine, me retrouver dans ce lieu terrible, dans ce lieu abominable qu'est la cale du bâtonnet grillé, et être jeté comme ça, atterrir dans une plantation. Et il s'est passé des siècles. Il s'est passé du sang, beaucoup de mémoire et aussi beaucoup d'oubli. Et je me dis, mais bon Dieu, quel est ce chemin-là? Et c'est pour moi vraiment le premier chemin. Toi, tu ne l'as pas fait, ce chemin-là. Et cette amie qui est à Ouidah, qui vit à Ouidah, ne l'a pas fait non plus. Mais il y a eu un autre chemin, c'est le chemin de se demander, mais ils sont partis où les autres? Ceux qui ont finalement traversé l'eau. Et c'est toujours donc des questions en fait qui nous rassemblent. C'est la question de l'Antillais, c'est l'inquiétude de l'Antillais qui se demande pourquoi il est parti,
à quelle date il est parti. Il sait comment il est parti. C'est la seule chose qu'il sait. Il sait comment il est parti. Mais sinon, pour remonter en fait à l'arbre, ça lui est aujourd'hui impossible. Et pour celui qui n'est pas parti, c'est aussi la question de où sont passés les miens, où sont passés aussi voilà, tous mes descendants, ma descendance a été dispersée. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous réunit, cette espèce de besoin. On connaît l'histoire, toi et moi, Fatima, on connaît l'histoire, mais on ne connaîtra jamais assez l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça nous fait parler de la complexité des relations dans ces mondes noirs aux identités si différentes, si disparates et si mouvantes aussi que tu dépeins dans ton dernier roman Louisiane, qui est paru en février 2020, à travers son narrateur Nathan, le héros, on peut dire un héros perdu de Louisiane, un Français d'origine camerounaise qui quitte Paris pour la Nouvelle-Orléans pour enquêter sur la mort mystérieuse d'un grand-oncle, Étienne, John, Wayne, Marie-Pierre, qui aurait vécu en Louisiane. J'insiste, qui aurait vécu. Tu nous en diras plus. Alors Nathan, il a la cinquantaine quand le livre commence et il aura la cinquantaine quand le livre se terminera. Ça veut dire que c'est en fait tout simplement une tranche de vie que je raconte là. C'est le parcours, ça durera 3 mois, de Nathan, qui est né effectivement au Cameroun. Il est de Yaoundé, d'une famille camerounaise. Son père, pour des raisons que je ne révèle pas, mais en tous les cas, son père lui a tourné le dos. Il ne peut pas retrouver son père, il ne peut pas repartir au Cameroun. Et sa mère s'est enfuie avec Nathan du pays. Elle a quitté le pays pour échapper en fait à la violence du père. Les deux, c'est-à-dire elle et Nathan, se sont retrouvés dans une toute petite piole. C'est vraiment la piole que nous-mêmes on a connue. Quand tu arrives à Paris, tu n'as pas tous les contacts, tu n'as pas la possibilité de loger dans quelque chose de grand. Et ces deux-là se sont donc retrouvés en fait parfaitement immigrés, parfaitement isolés dans cet appartement. Et c'est là que Nathan a grandi. Il avait 12 ans quand il a quitté Yaoundé. Il a quitté Yaoundé malgré lui. Et finalement, il est resté à Paris. Il s'est refait en fait une identité à Paris. Donc c'est d'abord l'histoire d'un homme à l'identité cabossée que je raconte. C'est l'histoire d'un homme qui a connu évidemment le racisme, puisque là, lui, à 50 ans, évidemment, il est passé par tout ce par quoi d'ailleurs nous sommes passés. Donc c'est la recherche de logement, même si je ne raconte pas ça évidemment dans le texte, mais on comprend que le background de Nathan est totalement fait de promesses pas tenues, d'attentes par rapport à cette seconde mère patrie. On comprend bien donc qu'il est vraiment dans cette quête-là et dans cette insatisfaction. Et c'est pour cette raison-là qu'étant avec une femme blanche, il est avec cette femme qui s'appelle Jeanne et il décide en fait, en plein mi-temps d'un couple, en plein mi-temps voilà, de son engagement en fait, parce qu'il est engagé auprès de Jeanne, ces deux-là vivent ensemble depuis plusieurs années dans l'appartement payé par Jeanne et meublé par les parents de Jeanne, ça c'est important, et il s'invente en fait une sorte d'histoire. Il s'invente un besoin d'aller enquêter sur effectivement un grand-oncle qui a existé, qui est camerounais, qui a décidé de faire l'aventure, lui aussi. Il s'est embarqué dans un bateau et il a atterri en Louisiane. Peut-être bien, probablement, même pas à la Nouvelle-Orléans, mais peut-être à Bâton Rouge. Donc en fait, on a l'histoire d'un homme qui a une paternité ratée parce que son père lui a tourné le dos, parce que lui-même n'est pas père. Nathan n'a pas de fils, donc il est ni fils ni père. Et c'est tout garçon qu'il est, à l'âge de 50 ans, qui se retrouve en fait à enquêter sur un homme mort. Alors il enquête sur un cadavre. Alors comment on enquête sur un cadavre dans une ville où il y a tant de cadavres? Tout à fait, tout à fait. Mais je vais quand même revenir sur Jeanne parce que c'est important que tu mentionnes ce personnage de Jeanne qui donc partage la vie de Nathan depuis 6 ans à Paris. Et donc c'est pour rappeler tout simplement que c'est au détour d'une discussion vraiment banale entre Nathan, sa mère et son jeune frère que cette idée a émergé. Donc, et cette passion pour aller enquêter autour de la mort de ce grand-oncle, Jeanne ne la comprend pas, puisque Nathan non seulement ne connaît
c'est pas ce grand oncle, mais en plus, Nathan n'a même pas de relation avec ce père qui, comme tu l'as si bien dit, l'a abandonné lorsqu'il a décidé d'aller faire le retour au pays natal. Et quel retour triste, quel retour difficile pour Nathan. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est au détour d'une conversation apparemment anodine. Qu'en fait, on comprend que au-delà de partir enquêter sur un grand tonton disparu, il y a le besoin pour Nathan peut-être de faire case ailleurs, de repartir encore et de se réinventer. Et on le comprend, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est souvent à l'occasion de conversations banales, surtout en couple, on comprend en fait que remontent toutes les frustrations, que s'expriment toutes les colères qui ne peuvent pas se dire en fait autrement. Pour Nathan, qui est donc camerounais, fait français, il a été naturalisé, il est dans ce pays-là, il est avec cette femme-là qui est professeure, qui est une femme blanche, de gauche, qui ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ça veut dire quand on a la peau noire, qu'est-ce que ça veut dire d'être en couple mixte. Pour elle, ce n'est pas un problème en fait. C'est pour Nathan en fait que c'est un problème, mais il ne va pas dire à Jeanne que c'est un problème. Donc c'est quelque part en fait une manière pour lui de questionner aussi la relation qu'il a avec Jeanne, que de quitter cette relation temporairement, de se trouver un alibi. Mais quand même, Jeanne, elle le sent parce qu'en fait, elle propose de l'accompagner. En toute jeune femme, elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle a quelques dizaines d'années de moins que lui et elle a son temps, elle a l'argent, elle a l'utopie de créer un monde multiculturel, multiracial. Et en fait, elle ne voit pas le problème. Écoute, tu pars à la Nouvelle-Orléans, je vais t'accompagner en fait, tout simplement. C'est ce qu'elle voudrait, mais c'est ce que lui ne propose pas. Donc, on sent déjà dans cette histoire-là, dans cette conversation complètement anodine, on comprend qu'il y a des choses que Nathan ne peut absolument pas communiquer à Jeanne. Et il part avec plusieurs mensonges, en fait, dans sa valise. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un homme, en fait, qui fabrique. C'est pas un menteur, mais il se fabrique, en fait, des raisons. Oui, mais qu'il ne peut pas, il ne peut pas accepter la proposition de Jeanne, non pas simplement qu'il soit menteur, mais c'est que lui-même est en quête d'une identité. Et donc, c'est vraiment une des thématiques dont tu parles dans ce roman, la différence des identités dans ces mondes noirs, dira-t-on, et aussi qui est vraiment visible à travers Nathan. Parce qu'on va quand même quitter Paris pour arriver maintenant en Louisiane. Et parce qu'une fois qu'il arrive en Louisiane, il se rend compte qu'il était dans un rêve. Et il se rend compte de la réalité, puisqu'il voit tout d'un coup, cette Afrique de l'Amérique, je disais, n'existe pas en réalité. Il se sent complètement étranger. Et donc, c'est un autre choc que Nathan va vivre encore une Bien fois sûr. arrivé. C'est un sacré baptême pour lui d'arriver, parce qu'en fait, quand il arrive dans cette supposée Afrique de l'Amérique, c'est ce qu'on lui a chanté, c'est ce qu'il a imaginé. En fait, c'est un peu l'image que donne la Nouvelle-Orléans quand on n'y est pas allé. Pas la Louisiane, mais la Nouvelle-Orléans particulièrement, parce qu'on associe en fait à cette ville des images de fêtes, des images d'orchestre, des images, les cloches qui sonnent, elles sonnent ici, mais la fête à tout bout de champ, la fête à chaque tournant de rue, c'est la fête, c'est le manger, le bon manger, c'est le bon temps roulé, comme on dit aussi dans cette région-là, où on parle encore une sorte de français de Louisiane. Et donc, en fait, lui, il arrive convaincu qu'en fait, il va retrouver vraiment le monde noir. Que s'il n'a pas totalement trouvé à Paris, aussi parce qu'il est avec cette femme blanche, donc il s'est vraiment presque francisé, il s'est coupé en fait un petit peu, il a coupé ses racines, on sait qu'il n'a plus de relation avec son père, il ne s'entend pas finalement vraiment avec sa mère, son frère est un homme qu'il ne voit quasiment jamais, donc le voilà seul à porter sa couleur, et il a l'impression en arrivant à la Nouvelle-Orléans que là ça va être la Mecque, que ça va être vraiment... mon Dieu, l'identité noire, pleine, entière, debout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de Jeanne, qu'il n'a besoin d'ailleurs d'aucune femme quand il arrive dans cette piole au faubourg Trémé.
Oui, Mais puisqu'il est à la recherche d'autre chose. Ouais. il est à la recherche d'autre chose et il pense, en fait, toutes les questions qu'il va finir par se poser ne sont pas encore dans sa tête. Pour lui, il va dans le pays de Baldwin, il va dans le pays de Toni Morrison, il va dans le pays de Malcolm X, il va dans le pays de tous ces héros noirs, en fait, mais vraiment qu'il a intégré, dont il a lu les discours, dont il a lu les livres, qu'il vénère, hein, ce sont ses idoles noires. Et il part comme ça, avec toutes ces idoles-là, évidemment, ces utopies, pensant qu'il arrive vraiment au cœur du monde noir. Et évidemment, quand il arrive à Trémé, ce n'est pas du tout ça. C'est un quartier qui est en pleine gentrification, où vivent de plus en plus de bourgeois bohèmes venant avec leurs petits-enfants, avec leur budget, qui rénovent les maisons. Donc en fait, Trémé n'est plus du tout le quartier historique noir qu'il était. Et là, il va se rendre compte, mon Dieu, que en fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Mais le pire pour lui, c'est que lorsqu'il se balade dans les rues du faubourg Trémé et dans les rues finalement de New Orleans, les personnes noires qu'il rencontre sont absolument pas des militants, ce sont pas des héros, ce sont pas des hommes qui ni roulent en 4x4, ni sont forts de leurs droits. Ce sont des hommes qui sont tout aussi cabossés, sinon davantage que lui. Et je crois que c'est ça, tu vois, quand tu parlais de la ronde des identités, moi, ce qui m'intéresse d'essayer, en fait, de voir émerger dans mes romans, et dans les romans d'ailleurs en général, c'est comment, en fait, parce qu'on connaît la théorie qu'une identité n'est pas quelque chose de fixe. Tous les penseurs l'ont dit avant nous. Mais en fait, de le comprendre à travers un roman, c'est encore une autre chose. Comment, en fait, on peut être le noir quand on est à Paris, parce qu'on vient donc du Cameroun, parce qu'on ne connaît pas la culture, les cultures françaises, les codes, comme tu dis. Comment on peut se sentir décalé, pas accepté, et comment, lorsqu'on arrive à la New Orleans, parce qu'on est noir francophone, on est plus blanc que le noir qu'on était en France. Tu vois ça? Non, c'est extrêmement Comment ça intéressant. change? Oui, mais moi, j'aimerais, pour aider aussi nos téléspectateurs à comprendre réellement la désillusion de Nathan, c'est que il y avait ce désir ardent d'aller en Orient, et il le dit bien. Moi, j'ai juste une phrase qui peut symboliser ce désir-là. J'aurais vendu ma peau pour être un gosse de Harlem. Vraiment, c'est très fort chez lui, le fait de s'identifier à ces héros des années 50, par exemple. Et maintenant, une fois qu'on comprend ça, ce désir, et qu'on le mette en relation avec vraiment la désillusion une fois sur place, et ça, c'est vraiment fort. Et puis après, comme je dis, je l'ai peut-être pas exprimé de façon aussi forte, mais ces Afriques, elles s'aiment, elles se cherchent, mais à un moment, elles se rejettent et elles peuvent même se haïr quelquefois. Et ça aussi, c'est important. Et Nathan le dit, il n'a plus envie d'être frère avec ces gens-là. Et il le dit. Et puis, il montre également la douleur de ces Noirs. Y a-t-il sur cette terre un Noir encore plus foutu que le Noir d'Amérique? Y avait-il un sort moins truqué que le sien? Une place aussi casse-gueule que celle que son pays lui réservait. Et ça, c'est extrêmement fort pour comprendre les deux dynamiques. Oui, mais c'est très, 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 très juste ce que tu dis sur les rejets. Et c'est ça qui fait mal, parce que tu vois, en début d'émission, on est de l'autre côté, on est dans le même monde, mais moi, j'ai été mise de l'autre côté, toi, tu es resté de l'autre côté. Et les États-Unis, c'est à peu près une histoire, en tout cas, que je partage, parce que pour moi, c'est comme les Antillais. De toute façon, ils ont aussi eux-mêmes enjambé l'eau. Ils se sont retrouvés dans ces plantations, ces sociétés plantationnaires, avec une histoire de discrimination qui est terrible. Et c'est vrai que on a tellement, en fait, moi je dis, le problème du racisme, c'est qu'il est contagieux, et qu'il se transmet aussi aux personnes qui sont racisées. Et le problème de Nathan, c'est qu'il a attrapé cette maladie du racisme. Il a attrapé quand il est arrivé, et peut-être même d'ailleurs au Cameroun, où la couleur de peau peut-être comptait aussi.
Et il est arrivé en fait, et oui, il est arrivé en France avec aussi, en attrapant encore cette maladie-là. Et cette maladie-là, elle est vraiment en lui. Et ce qui fait que quand il arrive justement dans cette idée que le monde noir est un monde debout, solide, auquel lui va pouvoir se raccrocher, il se rend compte que, eh bien non, et qu'en fait, il ne peut plus aimer cet homme noir, ce frère noir, ce brother, qui est en fait perdu. Pour lui, il est perdu parce que économiquement, historiquement, physiquement même, hein, on porte la douleur. Hein, le trauma, on le sait que c'est dans le corps, et qu'il voit que des hommes et des femmes cassés en fait sur son chemin. Et ce qui fait qu'effectivement, il est enfermé dans cette piole. Il ne veut plus voir personne, et il a même des propos racistes en fait, quasiment. C'est-à-dire il est dans le rejet. Il regarde cette femme, il se souvient d'avoir croisé une femme africaine-américaine dans le bus avec ses paquets de Family Dollar et le short qu'elle n'arrive pas à attacher parce que le short est trop petit. Elle a des enfants, une grappe d'enfants à ses pieds, une grappe de course à ses pieds. Et il se dit, en fait, il n'a que de la malveillance pour cette femme-là. Et tu sais, ça a été difficile d'écrire ça. Mais je comprenais en fait la mécanique. Je comprenais comment cet homme-là, qui est tout aussi noir que ces hommes et ces femmes qu'il croise, mais à un moment donné, pour se sentir mieux, pour sauver sa peau quelque part et sauver ses idoles, il va décider en fait de se mettre un peu en retrait. Et c'est ça, ces rejets dont tu parles. Ce sont ces rejets-là, et tu sais que j'ai écrit effectivement à la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est pas j'ai écrit sur la Nouvelle-Orléans, mais j'ai écrit à la Nouvelle-Orléans. Vraiment, j'étais vraiment densément accrochée en fait à cette terre-là pour écrire. Et je ressentais ça. Moi, noire francophone. Et en plus, j'étais allée, le fait d'avoir vécu au Sénégal, au Cameroun, de connaître un peu l'Afrique de l'Ouest, j'arrivais avec toute cette mémoire-là, en fait, des Afriques et des Antilles que je portais en moi. Et c'est vrai que souvent, j'étais mieux acceptée qu'une Africaine-Américaine. Par les Blancs, je parle. Hein. Dans les milieux, en fait, on m'invitait plus volontiers parce qu'en fait, et je l'exprime dans une certaine mesure dans le livre, en disant, nous n'étions pas leurs noirs. L'Américain blanc, il a son noir. Le Français blanc, il a son noir. Le blanc d'Afrique, il a son noir, en fait. Mais et quand tu n'es pas le noir de l'autre, on va éventuellement t'ouvrir un peu la porte parce que tu ne vas pas avoir toutes les connotations, tu ne vas pas charrier toutes les peurs qu'on va ressentir en voyant quand c'est ton noir. Et ça, c'est terrible. Quelle belle transition. On comprend bien le malheur de Nathan. Parce que c'est tout simplement lié à l'histoire différente des Noirs dans le monde. Ce n'est pas une seule et même histoire. Et même quand on parle de l'humiliation, de l'amertume, de la souffrance des Noirs, ou tout simplement de la domination des Blancs, ce sont des choses qu'on retrouve quand même un peu partout dans ces mondes noirs-là. Mais c'est vécu différemment. Et ça, c'est perceptible chez Nathan. Nathan, il connaît bien l'humiliation. Mais son humiliation, ce n'est pas celle vécue par Zach, par exemple. On parlera de Zach un peu plus tard dans l'émission parce que tout simplement, Zach et Nathan, ce sont des histoires différentes, des expériences différentes. Des expériences différentes. Il y a eu des morts, mais pas exactement les mêmes morts. C'est vraiment des histoires différentes. Et ce qui fait que c'est vrai que cette amitié avec Zach, je reviendrai là-dessus, mais c'est vrai elle révèle cette différence-là, y compris aussi l'amitié, l'amour avec Jerry, qui est africaine-américaine militante. Et en les mettant tous les trois autour de la table, comme je le fais, ils sont tous les trois dans un diner, on voit que les dynamiques qui les animent sont très différentes. Selon qu'on est né dans cette Amérique absolument raciste, quand on est né au Cameroun, absolument colonisé, comment ça se passe en fait? Et il y a en commun évidemment cette domination blanche. Il y a cela en commun. Il y a peut-être aussi en commun le manque d'opportunités, tout simplement le manque d'opportunités. L'impossibilité aussi, plus que le manque d'opportunités, mais l'impossibilité de s'habiter soi, de se donner de la liberté, de s'aimer soi en fait. Et il y a ça qui quand même nous rassemble, mais il me semble que quand on est né, quand on a eu cette chance-là, être né dans un pays d'Afrique, alors on est vraiment né chez nous quand même.
Même si ce chez nous a été colonisé, post-colonisé, pillé jusqu'à aujourd'hui par ces multinationales qui viennent, etc., s'enrichir, mais quand même, c'est chez moi. C'est mon endroit, c'est mon coin. J'ai peut-être même un arbre quelque part, et ça je le dis aussi dans le texte, au pied duquel il y a un placenta qui est le mien. Mon arbre familial, il est debout. J'ai sans doute des ancêtres qui ont été déportés, des ancêtres qui ont été battus, qui ont été faits pire que chiens en fait, hein, par le colonialisme. Mais c'est chez moi, tu vois, c'est chez moi. Je peux même dire au blanc qui y vit, retourne chez toi. Je peux le dire en théorie. Mais quand on a été déporté, comme finalement c'est le cas de Zach, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que même si c'est notre pays, on le sait, voilà, les premiers Africains-Américains, c'est tracé, ils sont arrivés dans telle année, on le sait combien ils étaient, on sait tout ça. Donc on sait qu'ils sont là. Moi, en tant qu'antillaise, je suis française depuis le XVIIe siècle. Mm-hmm. Mais donc c'est chez moi, en fait, aussi. Mais le fait qu'en fait, non, c'est pas complètement chez moi. Le fait que, en fait, la mère patrie continue de me dire ce qu'il faut faire et que pourtant elle est située à 8000 km, les Antilles, je viens de Martinique, et c'est Paris qui décide pour moi. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait ? C'est pas la même histoire. Je ne peux pas me retourner et mon père ne peut pas se retourner pour dire « Eh, c'est chez moi ». Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils disent, il faut retourner en Martinique pour savoir d'où nous venons. Et encore, en Martinique, c'est pas terminé, il faut retourner en Afrique. En Afrique aussi. Voilà. Donc, en fait, ce sont des doubles déportations. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui fait encore une fois la douleur et le malentendu. Parce qu'on parlait du malentendu. Les malentendus, il y a de l'amour, il y a une volonté de se rencontrer, de se rassembler, de faire peuple, mais alors il y a des malentendus, il y a des contradictions, il y a des expériences différentes. Oui, parce que tout simplement, oui, il y a des cultures différentes, une géographie différente. Des langues différentes. Des langues différentes. Des religions aussi parfois. Beaucoup de différences. Voilà. Et tu fais bien d'accentuer de faire cette nuance parce que en réalité, le noir qui a vécu l'humiliation du blanc à cause de la colonisation, c'est pas la même chose que la traite négrière aussi. Tu l'as si bien expliqué, donc je ne reviens pas sur ça, mais j'aimerais quand même toujours retourner à ce fameux texte qui est extrêmement passionnant et que vraiment que je recommanderais à tout le monde. Quand Nathan il explique quelque part, je ne pourrais pas tout citer, mais quand il parle, il dit ça, c'était l'histoire de Zach. Donc cette distanciation. Et il revient, il dit, chacun ses bourreaux, chacun ses spectres. Ma mémoire des Blancs commençait et s'arrêtait au Cameroun. Et ça, il le dit. Et il montre comment les Européens aussi humilient les Africains, trouvant même chez eux. C'est sûr que par rapport à la douleur des gens qui ont traversé la mer, comme tu dis, ça n'a rien à voir. Mais ça reste... Mais c'est des douleurs. Mais oui, on ne peut même pas, il n'y a pas une plus grande douleur qu'une autre. En fait, ce sont des douleurs parce que finalement, on est dans un endroit, on choisit d'être là, on fait famille, on a une case et quelqu'un vient chez vous, quelqu'un que vous n'avez pas invité, quelqu'un vient chez vous pour non seulement se mettre à table, mais prendre tout ce que vous avez. Ça s'appelle la spoliation. Ça s'appelle effectivement la spoliation. On vole les biens et les personnes et pire que cela, on les transforme. Et là, il y a un point commun. Comment on a fait en fait, comment on a transformé des hommes qui étaient libres en esclavisés? Comment on a transformé en fait des hommes qui étaient libres en colonisés? Cette affaire-là, c'est la même. C'est-à-dire que finalement, vous voilà diminué, vous voilà totalement métamorphosé. Vous êtes comme une créature, vous êtes, lorsque vous êtes esclavisé, un bien meuble, et lorsque vous êtes colonisé, vous êtes une sorte d'indigène. Voilà, l'indigène qui doit faire ci, qui doit faire ça, qui doit parler la langue qu'il faut parler. Et c'est la même chose. Lorsqu'on parle de colonisation, c'est quelque chose qui est même pratique. C'est-à-dire que comment on fait? On a un code pour transformer celui
qui ne vous avait pas demandé de venir, on le transforme en sujet, en vassal, en rien en fait. Et donc cette douleur-là, elle est là. Et elle est là jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. C'est que quand allons-nous demander des comptes ? Quand allons-nous demander des comptes ? C'est incroyable cette résilience. C'est aussi un point commun, tu vois, quand on parle des points communs, c'est incroyable cette résilience. On ne peut pas l'expliquer, on peut pas l'expliquer. On peut pas l'expliquer par la peur. Il y a eu des personnes, il y a eu des héros. Nous avons dans nos récits, nous avons des héros. Nous avons exactement des personnes qui se sont battues pour mettre fin à tous ces systèmes-là d'aliénation terrible. Et pour autant, ça continue à tourner dans ce sens-là. Alors, je trouve ça incroyable parce que tu imagines, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vient chez toi et casse tout chez toi. Comment tu vas pas non seulement t'en souvenir, donc être traumatisé, et éventuellement tu vas sortir de chez toi pour demander mais qui a fait ce désordre dans ma case ? Tu vas quand même t'attendre à des excuses au minimum et évidemment que la personne reconstruise ce qu'elle a cassé. Tu vois ? Et quand tu vois qu'il y a eu tant de siècles qui se passent en ce moment, on va en parler, on parle réparation, excuses, mais toutes ces mémoires-là, qui sont vraiment des mémoires où je veux dire, il faut t'accrocher pour ne pas tomber, sombrer en fait. Tu vois ? Donc on a ce travail-là à faire. Zach, mon personnage, le personnage l'Africain-Américain dans le texte, il est en colère. C'était ma prochaine question, justement, parce que ce n'est pas simplement des gens qui viennent créer un désordre, mais ça va plus loin que ça. Je comprends bien ce que tu veux dire par là, mais il y a parfois cette douleur-là, elle est accompagnée d'une très forte violence. La violence de l'homme blanc vécu par ces noirs. Et c'est tout ça. Cette colère de Zach dont tu viens de parler, c'est vraiment la résultante de toute cette violence, de toute cette douleur dont on parlait tout à l'heure. Et Nathan le dit bien, la colère des Noirs qui était la part de l'homme et du pays. Elle était l'homme noir d'Amérique et elle m'intimidait. C'est ça. Et ça, c'est très juste. C'est-à-dire que je suis d'accord avec mes personnages, hein, c'est une bonne chose. Mais là, je suis vraiment d'accord avec mes personnages. Et nous aussi, on est d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que tu n'as pas demandé à être en colère. Hein. Quel enfant sur Terre naît, en fait, en criant sa colère ? Tu ne demandes pas à être en colère. Tu ne voudrais même pas être en colère. Moi, j'aime la colère. Je pense qu'elle est salvatrice, bien sûr. Mais je veux dire, la colère, bon, on préférait avoir plus de douceur. On préférait être bien. On ne veut pas être comme Zach. Qui veut être comme Zach, toujours en colère? Mais est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Envie de se demander, est-ce qu'il a Non, il n'a pas le choix. C'est vraiment une colère historique. C'est une colère qui a un poids. C'est pas une colère où on se lève le matin et on est agité. C'est pas de l'agitation. C'est vraiment, comme tu l'as dit très bien, c'est le résultat d'une violence, d'une haine qui s'est tellement en fait propagée et qui est tellement systématique et systémique qu'en fait, effectivement, il ne peut pas faire autrement que d'être en colère. Ou alors il va tomber fou, c'est-à-dire que c'est la folie ou c'est la colère. La colère, ce qu'il y a de bon avec cette colère-là, c'est qu'elle est dirigée. Mais en même temps, elle est dirigée aussi contre lui, mais elle est dirigée aussi contre les autres. Zach, c'est vraiment le prototype de cet homme noir qui est né dans une famille plutôt pauvre. Il a eu ses bonheurs, hein, il a eu sa part de bonheur. On sent qu'il a eu une famille, qui a eu des valeurs, qui a eu une maison quelque part, qui a quelque chose comme ça. Mais alors, il est exploité et il n'aura que les miettes de cette Amérique, même pas les miettes. Il aura une miette peut-être un jour de cette Amérique-là. Et donc, c'est ça qui est, quand je parlais du manque d'opportunités, c'est exactement ça. Comment, en fait, on peut, pendant autant de siècles, ne réserver même pas une partie de la table, mais l'arrière-cuisine, hein, comme le dit, je crois que c'est Langston Hughes, qui parle de ça, I to America, où on se dit, mais mon Dieu, est-ce que, quand va-t-on m'appeler pour me dire
mais c'est bon, cette table-là, elle est à tous. Le gâteau que vous êtes en train de manger, il doit être partagé. Et c'est ça la colère de Zach. Et cette colère-là, évidemment que Nathan ne l'a pas, parce que Nathan s'est construit quand même autrement. Les opportunités, il en a eu quand même quelques-unes. Il a pu se déplacer, ne serait-ce que se déplacer. C'est vrai que ce qui est terrible, c'est de vivre dans cette Amérique et d'être collé à un sol, parce que Zach n'est allé nulle part. Il ne connaît pas même d'autres États environnants. Il ne connaît que la Louisiane. Il est collé à cette Louisiane-là et il ne pourra jamais changer. Cette colère-là, elle est à vie, en fait. On ne peut pas la transformer en quelque chose d'heureux. C'est pas possible. Elle est légitime. Elle est légitime, mais en plus, non seulement elle est légitime, mais en plus de cela, quand on voit Zach, on a l'impression d'avoir vu un Zach il y a 100 ans, il y a peut-être même 150 ans. Dire que l'esclavage s'est terminé en 1865 et qu'on soit là à revoir des actes, et c'est comme si c'est un système qui se reproduisait. Chers téléspectateurs, retrouvez-nous bientôt sur la chaîne WF1 TV pour la deuxième partie de votre émission Conversation avec Dr Fabienne Canor. Merci.